bonsoir, avant de se dire au revoir. Nous voici donc à la dernière des rencontres de cette édition des Idées mènent le monde. Alors comme nous ne nous verrons plus avant la fin de cette rencontre, je voulais juste vous dire vraiment merci à toutes et tous qui venaient si nombreux à chacune des rencontres. Et je voulais vous dire merci pour l'attachement que vous avez montré en rendant visite à l'issue de ces rencontres aux personnalités qui vous avez rencontrées ici. Vous savez que le Jean-Marc Sauvé est resté 4 heures avec des gens qui voulaient le rencontrer. Glucksmann, 3 heures. Boris Cyrulnik, il aurait pu rester jusqu'à demain matin. Et Jean Le Cam, pour prendre le dernier exemple, 1h30 à signer et rencontrer les gens. Alors ça veut dire des choses. Ça veut dire que vous avez été intéressé, ça veut dire que vous avez été interrogé, ça veut dire que chacun des auteurs qui sont passés ici, je n'en ai cité que 4, mais c'était le cas pour beaucoup d'autres, chacun a laissé une impression en vous, a provoqué une question et une réflexion. Et finalement, c'est le but de ces rencontres qui vous sont proposées. Alors, un dernier mot, enfin un avant-dernier mot, un merci spécial pour Boris Cyrulnik de vous avoir dit que la présence de l'autre était indispensable à nous connaître nous-mêmes. Je dis ça parce que c'est une phrase que j'ai retenue et j'ai l'impression qu'elle a été appréciée plus qu'avant ou devenue indispensable pour certains de ceux qui les ont écoutés. C'est ce que Boris Cyrulnik m'a dit, en tout cas, juste avant de partir. Je voulais vous en faire part, parce que c'était important. Et puis, un dernier merci, non des moindres, à François Bayrou, qui a décidé de reprendre, qui a créé cet événement, qui a décidé de les reprendre cette année, et qui continue année après année à s'en occuper particulièrement, et qui permet à cette manifestation de se renouveler le plus souvent possible. Voilà. Alors, pour finir ces rencontres de cette année, nous allons traiter d'un des problèmes les plus importants du moment. C'est pour ça que nous l'avons gardé pour la fin. C'est un problème qui a été ravivé récemment à cause de l'épidémie et de toutes les paroles qui ont été dites autour de cet événement. Il s'agit de notre rapport à la vérité, qui est indispensable à tout progrès, et que si nous ne sommes pas capables d'établir la différence entre la vérité vraie et les théories manifestement contraires aux preuves scientifiques, alors l'avenir est mal barré. Et pour parler de ce sujet avec vous, je pense qu'il y a une personne en France qui est particulièrement qualifiée pour le faire. Il sera avec nous dans exactement quelques secondes. Il s'appelle Yves Klein et il n'y a pas... Pardon ? Oh, Étienne Klein. Pardon. Pardonnez-moi. Il s'appelle Étienne Klein et c'est la personne qui est parmi les meilleurs scientifiques de France, mais plus encore parmi les meilleurs vulgarisateurs de la science. Voilà, nous allons le chercher. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, Étienne Klein. Je suis ravi. Étienne Klein. Oui. J'ai été rassuré un peu quand je vous ai dit pardonnez-moi cette erreur et vous m'avez dit c'est un grand peintre. Oui. Donc, pas seulement peintre d'ailleurs. Il a beaucoup travaillé sur le vide. Et donc j'étais un peu consolé de vous avoir confondu avec quelqu'un d'éminent. Quand même. Ça ira.
C'est bien d'être consolé comme ça, fin de journée. Alors, vulgarisateur scientifique, il y a des gens qui le prennent mal. Ils disent, bon, vulgarisateur, c'est un petit métier. Et nous, on pense tout le contraire, des citoyens. On pense qu'un vulgarisateur, c'est quelqu'un d'exceptionnellement intelligent et utile et indispensable. Vous revendiquez ce terme-là. Dans quel sens vous acceptez qu'on parle de vous et que vous parliez de vous comme un vulgarisateur? Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être à Pau une nouvelle fois. Oui, c'est un terme que je revendique, je le trouve tout à fait noble. Et quand je me suis engagé dans la vulgarisation, c'était un objectif, disons, intellectuel. Parce que moi, je suis physicien, je trouve qu'en physique, et notamment ce qui m'a intéressé le plus, à savoir la physique quantique, qui est la physique des particules, en fait, il y a des idées incroyables. Il y a des idées qui nous obligent à penser contre notre cerveau, qui nous ébranlent, qui nous surprennent, qui nous enthousiasment, qui nous déroutent. Et que ça n'est pas parce qu'on n'a pas eu la chance de faire des études qu'on doit être privé de cette connaissance. Et moi, j'étais même prêt à dire à l'époque, ce serait trop dommage qu'on meure sans avoir rencontré la physique quantique. Sans avoir eu accès à ça. Ensuite, on en fait ce qu'on veut, on s'y intéresse ou non, mais on doit être mis en contact avec elle. Et je préfère le terme de vulgarisateur au terme qui tend à remplacer ce terme aujourd'hui, qui est le terme de médiateur. Moi, je ne suis pas médiateur. On n'est pas l'équivalent du GIGN qui négocie avec des preneurs d'otages. Enfin, on n'en est pas là. Enfin, je ne crois pas. Donc, je suis vulgarisateur, mais il me semble que, et c'est ce qui m'a conduit à écrire ce tract, la crise a fait que je suis passé d'une conception intellectuelle de la vulgarisation à une conception politique. Parce que je pense que une démocratie, ou plutôt une république, n'a de sens que si on se met d'accord sur le fait que la vérité a de la valeur. Ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord sur ce que sont les vérités, mais on est d'accord sur le fait que la vérité a de la valeur et les connaissances, que je n'assimile pas aux vérités, notamment scientifiques, doivent pouvoir circuler normalement sans rencontrer d'entraves idéologiques, philosophiques, religieuses ou autres. Et il me semble qu'on s'est un peu écarté de cette conception. Et la vulgarisation me semble être devenue une sorte de priorité nationale, à condition de réfléchir à de nouvelles façons de la pratiquer, puisque les anciennes façons ont montré leurs limites. Alors, vous venez, Étienne Klein, à un moment particulier de notre rapport avec la science, ébranlé, je dirais, par l'épisode Covid et le fait que la science, entre guillemets, où les scientifiques sont venus dans l'espace public directement. Au lieu de parler entre eux et de conjuguer leurs connaissances respectives pour arriver à ils sont venus chacun à la télé, dans les journaux, partout, donc au contact direct des gens qui ont vu quelque chose, un spectacle peut-être qu'ils n'attendaient pas, d'une communauté scientifique qui était considérée comme étant une communauté responsable, tenue et attachée à une vérité. Ou des vérités assez certaines. Alors, d'abord, comment vous expliquez cette espèce de ruée de scientifiques ou pseudo-scientifiques ou au contact direct de l'opinion publique et les effets que ça a provoqués? Alors, je vais vous répondre en au moins 2 étapes. La première, c'est que quand le confinement a démarré en France, je n'étais pas en France, j'étais au Chili. Et j'étais en quarantaine dans un hôtel, puisqu'au Chili, à l'époque, il n'y avait pas de confinement, il y avait très peu de cas. Mais dans l'hôtel où j'étais, il y a eu une personne positive, donc tout le monde a été mis en quarantaine. Et j'ai pu rentrer en France par le dernier avion, parce qu'après les aéroports ont été fermés. Je suis rentré en France le 26 mars 2020. Et le 28 mars, au soir, il y a eu une conférence de presse à la télévision avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, et puis différents chercheurs en médecine. Conférence de presse qui, dans ma mémoire, a duré 2h30 et que j'ai trouvé absolument remarquable. Puisqu'il y avait une sorte de déférence symétrique entre les politiques et les scientifiques, ce qui n'est pas habituel, et chacun écoutait l'autre, les temps de parole étaient respectés, et les scientifiques qui étaient là ont dit, chacun dans sa spécialité, ce qu'ils savaient, et ce qu'ils savaient qu'ils ne savaient pas.
Mais je me souviens de cette... Parce que comme vous le savez, l'ignorance, c'est la grande affaire des savants, et non pas des ignares, puisque les ignares ignorent qu'ils ignorent. Les savants savent ce qu'ils ignorent. D'accord ? Et c'était magnifique. Ils expliquaient les connaissances et les questions. Et ils disaient des phrases qui étaient du type « nous savons que » et « nous nous demandons si ». Nous savons que c'est la science. Nous nous demandons si c'est la recherche. Et donc, il faisait la distinction entre la science et la recherche. Distinction qui a disparu par la suite. Et moi, je m'étais dit, en voyant cette conférence de presse, cette pandémie est une catastrophe, mais elle a ceci de positif, qu'elle va nous permettre de faire de la pédagogie en temps réel des méthodes scientifiques. Je dis bien des méthodes, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Un physicien théoricien ne travaille pas comme un sociologue, qui lui-même ne travaille pas comme un médecin ou un généticien. Donc il y a des méthodes scientifiques. D'ailleurs, elles s'inventent au gré des recherches. Mais on va pouvoir expliquer au public, puisqu'il est intéressé, il est inquiet, il veut savoir ce qu'il en est de l'épidémie. On va pouvoir expliquer au public ce qu'est un essai en double aveugle, s'agissant des médicaments ou des traitements, ce qu'est un essai randomisé. Qu'appelle-t-on au juste l'effet placebo ? Qu'est-ce qu'une exponentielle ? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'une exponentielle ? Qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage quand on dit d'un test ou plus tard d'un vaccin qu'il est efficace à 95%? Que veut dire le 95%? On aurait pu expliquer aussi que les lois des probabilités sont parfois très contre-intuitives. On aurait pu expliquer qu'il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation et causalité, chose qu'on a constamment confondue par la suite. Ce n'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu des grenouilles. Bon. Ah ouais, vous riez, mais n'empêche qu'on a entendu des gens dire « Ah ben, il y a des grenouilles après la pluie, donc il a plu des grenouilles. » Voilà. Et ça, c'est une occasion historique que nous avons ratée, au moins dans un premier temps, puisque cette confusion entre science et recherche a fait que l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche, si on fait des recherches, c'est parce qu'on ne sait pas. Par exemple, les physiciens ne savent pas s'il existe de la matière noire, donc ils la cherchent. Ils ne savent pas si le neutrino est identique à sa propre antiparticule, donc ils font des recherches. Ils ne savent pas s'il existe une vie extraterrestre, donc ils font des recherches. Donc le doute, c'est le moteur de la recherche. Mais quand vous confondez la science et la recherche, ce qui est su et ce qui est recherché, l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et vous en venez à dire la science, c'est le doute. Et comme sur à la télévision, vous voyez des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, eh bien, vous dites pourquoi moi, avec mon ressenti, mes préjugés, mes croyances, mes connaissances, mon intuition, je n'irai pas participer au débat qui semble faire controverse chez les experts. Et ça a créé la grande confusion générale dans laquelle nous sommes. Et la bonne nouvelle, il y en a une quand même. Ah oui. La bonne nouvelle, je cherchais après tout ce que vous avez la dit. bonne nouvelle, c'est qu'on a vu se développer au fil du temps la dynamique très particulière d'un phénomène, un biais cognitif bien connu des psychologues, qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire. Non, mais j'ai lu ça. Dunning et Kruger, c'est deux psychologues américains qui ont publié un article qui a fait sensation à la fin du XXe siècle. Ils avaient lu dans un journal un fait divers racontant qu'un jeune homme avait lu quelque part que quand on s'enduit le visage avec du jus de citron, on devient invisible pour les caméras de surveillance. Et donc ce jeune homme a eu une idée qu'il a considérée, lui, comme géniale. Il a fait un braquage d'une banque après s'être enduit le visage avec du jus de citron. Il a été arrêté grâce aux caméras de surveillance. Et Dunning et Kruger se sont demandé, mais comment est-ce qu'on peut être aussi stupide? Ce qui les a amenés à mener une grande enquête dans toutes sortes d'entreprises. Et ils ont montré, après cette enquête, la dynamique de l'effet qui porte leur nom, l'effet Dunning-Kruger, qui dit ceci. Quand vous avez un nouveau problème, par arrogance, vous avez tendance à le considérer comme un problème déjà connu. Donc vous êtes incompétent, parce que vous ne savez pas que c'est un problème nouveau. Vous ne savez pas que c'est en cours. Ouais. Et vous êtes arrogant. Donc dans le cas de l'épidémie, ça donne des tweets du genre « Je ne suis pas médecin, mais je… ». On en a vu plein. Oh,
tous les jours encore. Hein. Donc, il n'y en a plus. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a plus. Donc, il y a une forme d'honnêteté intellectuelle. Je suis nul en médecine. Donc, ça commence bien. Mais après, il y a le je vais délivrer une ordonnance pour expliquer ce qu'il faut penser de tel ou tel traitement ou de telle ou telle mesure prise par le gouvernement. Et il y a des personnalités de très haut rang qui ont tweeté de cette façon. Et puis, à mesure que le temps passe, on s'aperçoit que ce problème est un nouveau problème. On apprend des nouvelles choses, on discute, on se rend compte qu'il n'a pas la simplicité qu'on lui avait attribuée initialement. On devient donc plus compétent. Et on perd en arrogance. Autrement dit, l'effet de Dunning-Kruger, c'est l'effet qui dit que pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut être compétent. Voilà. Là, c'est trivial. C'est un bon début. Et il me semble que, voilà, aujourd'hui, on est tous plus compétents et on est moins arrogants. On ne dit plus « je ne suis pas médecin, mais je ». Et l'arrogance, elle s'est confinée, si j'ose dire, dans des sites spécialement décidés pour lui prêter main forte, c'est-à-dire les sites complotistes. Mais sinon, pratiquement tout autour de la Terre, les gens ont compris que c'était un problème nouveau, même si ce n'est pas la première épidémie, elle a des particularités qu'on ne pouvait pas connaître avant de l'étudier. Voilà. Et donc, voilà, on est dans cette phase-là où, grâce à cet effet, on a acquis en compétences, même si moi je regrette qu'on n'ait pas fait autant de pédagogie qu'on aurait pu le faire. J'étais en Allemagne en juillet 2020 pour rendre visite à mon fils qui était là-bas. Et j'ai vu une conférence de presse d'Angela Merkel, seule, à la télévision, qui a passé 10 minutes à expliquer aux Allemands, à tous les Allemands, quel que soit leur niveau scolaire, ce qu'est une exponentielle. Voilà. Et c'est important de savoir ce que c'est qu'une exponentielle. Vous parlez Parce de que moi, j'ai fait un sondage la courbe. Hein. Oui, la courbe exponentielle. J'ai fait un sondage dans mon immeuble et la plupart des gens pensent que l'exponentielle, ça veut dire fonction très haute, forte valeur, qui croît très vite. Mais au début, l'exponentielle, ça croît tout doucement. Tout doucement. Et ça n'en est pas moins une exponentielle. Et si on avait fait cette pédagogie, ça nous aurait évité des phrases du type de celle que j'ai entendue la semaine dernière. La courbe menace de devenir exponentielle. Ça, je ne savais pas que c'était possible qu'une courbe menace. Voilà, une courbe menace. Une courbe, elle est exponentielle ou elle ne l'est pas. C'est comme une femme enceinte, elle n'est pas un peu enceinte. Et un autre commentaire de la semaine dernière, c'était l'exponentielle va bientôt atteindre son point d'inflexion. Ça rappelle un peu l'inversion de la courbe du chômage. On n'a jamais. Enfin, moi, j'ai fait pas mal de mathématiques. Pourquoi tant de professeurs de médecine se sont livrés à... Comment expliquer? Parce que pour qu'on considère la science sérieuse, ce serait un bon début de considérer que les scientifiques sont sérieux. Donc, on a assisté à quelque chose de troublant. On a quelque chose de très français. Parce que le dernier rapport du Conseil économique et social dit que le crédit dans la parole des scientifiques s'est effondré en France. Là, il a perdu 20 points depuis l'épidémie, ce qui est le seul pays d'Europe où ce se soit produit. En Allemagne, au contraire, ça a monté, etc. En France, non. Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications, causes. Mais par exemple, je pense qu'en France, on pense que la science, c'est une affaire de génie. C'est des génies qui sont en général marginaux. Au point que, quand on prend cette posture de façon extrême, il suffit de dire le contraire des scientifiques pour paraître être un génie. C'est le syndrome Galilée. Voilà. Et donc, on a mis en scène des personnalités. Ouais, c'est ça. Alors que la science, pas des connaissances. C'est un nous. C'est nous. Autrement dit, comme le disait Karl Popper, un grand philosophe des sciences, la science, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Autrement dit, la science, ce sont des gens qui se posent des questions, qui font des recherches, qui ont des résultats. Leur devoir, leur seul devoir de scientifique, ça n'est pas de ne pas se tromper, ça n'est pas d'être objectif, ça n'est pas d'échapper à toutes sortes d'influences, puisque c'est impossible. On ne demande pas à un scientifique de sortir de la condition humaine. Un scientifique, c'est un humain. La seule chose qu'on lui demande, c'est quand il a des résultats, avant de les mettre sur Twitter,
de les présenter à d'autres scientifiques qui se posent des questions analogues et qui travaillent sur des sujets voisins. Ils recueillent leurs critiques, parfois est obligé de retravailler, et au bout d'un certain temps, qui peut être très long, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a fait parler un petit bout du réel. Ça peut prendre très longtemps, ça peut prendre 2500 ans, par exemple sur l'atome. Entre l'idée de l'atome et la découverte que l'atome existe, il s'est passé 2500 ans de controverse. Et puis un jour, il y a un résultat expérimental qui tranche la question. Et là, on a fait semblant d'organiser des controverses entre des gens qui avaient des positions opposées, alors même qu'aucun ne connaissait la réponse, puisque la recherche n'avait pas encore tranché. En fait, il suffit d'attendre. Et moi, je pense que la morale, et d'ailleurs, je sais que dans beaucoup de rédactions, ça se discute aujourd'hui, la morale de cette histoire, c'est que quand un scientifique parle en période de crise, pas pour faire de la vulgarisation, mais pour expliquer ce qu'il en est des connaissances, il ne doit pas dire je, il doit dire nous les scientifiques. Nous. Ça aurait changé les choses. Angela Merkel, par exemple, pour revenir à cet exemple, que je trouve exemplaire, ce qui est normal pour un exemple, c'est qu'elle ne disait pas « Monsieur Bidule m'a dit que ». Elle disait la communauté scientifique. Elle disait « Les scientifiques m'ont dit que ». Les scientifiques m'ont dit que. Ça change tout. Moi, j'aurais aimé, par exemple, que l'Académie de médecine s'exprime. J'aurais aimé que quand un médecin particulier, à qui on ne va pas interdire de parler, avant de parler dans les médias, vienne présenter ses résultats devant l'Académie de médecine, pour voir. Et pourquoi ne pas téléviser les débats? Ça aurait été intéressant. Et je pense qu'on a donc donné une image de ce qu'est le fonctionnement empirique de la science et de la recherche qui est complètement fausse. Alors, encore un petit point sur ce sujet qui participe de la méfiance, mais qui n'est pas lié cette fois au Covid. Des gens dans une vie de 50, 60 ans ont entendu de la part de médecins des affirmations différentes. Il faut faire ci, et puis 20 ans après, il ne faut plus le faire. Il faut faire autrement. Et donc, c'est introduite l'idée que une vérité un jour n'est pas forcément une vérité le lendemain chez les scientifiques. Et donc, pourquoi les croire aujourd'hui si dans 20 ans, quelqu'un va dire que c'est plus vrai? Ça, c'est encore une confusion entre la science et la recherche. Je veux dire, évidemment que la science, ce n'est pas des connaissances qui correspondent à des vérités définitives. Simplement, la science, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. À un moment donné. Voilà. Mais, à un moment donné, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit relative. Ça veut dire simplement que vous ne pouvez contester une connaissance scientifique qu'avec un argument scientifique. Voilà. Et donc, ce n'est pas votre opinion, votre intuition qui sont des arguments suffisants pour le faire. Et je pense, franchement, qu'il y a des connaissances scientifiques qui sont établies. C'est-à-dire sur lesquelles on ne reviendra pas. La Terre est ronde, c'est réglé. Elle n'est pas sphérique, d'accord, mais elle est ronde, elle n'est pas plate. L'atome existe, c'est réglé. L'univers observable est en expansion, c'est réglé. Les espèces vivantes évoluent, c'est réglé. Et donc on n'imagine pas quel genre d'argument pourrait venir par la suite contester ces vérités. J'ai fait un débat avant la crise sur la question du rapport entre science et vérité avec une professeure de philosophie émérite qui est très relativiste, c'est-à-dire qui pense que la science, c'est plutôt des constructions sociales, qui disent plus de choses sur la société qui les produit que sur la nature qu'elle étudie. Et elle expliquait que les scientifiques sont des gens qui remettent en cause le lundi matin ce qu'ils pensaient le vendredi soir. Et elle donnait toutes sortes d'exemples. Et je lui ai dit, mais quand même non, il y a des connaissances scientifiques stables. Enfin, je ne connais pas de physicien qui s'interroge le lundi matin sur la forme de la Terre. Je ne connais pas de physicien qui s'interroge sur l'existence de l'atome. Et elle a fait cette réponse extraordinaire, dont je ne suis pas remis, à vrai dire. Elle a dit, on n'est pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui démontrera que la Terre est plate. Autrement dit, si on croit, si on sait, c'est pas si on croit, si on sait que la Terre est ronde, c'est parce qu'on n'est pas assez intelligent au sens d'Einstein pour comprendre qu'elle est plate. Et donc, ça c'est possible. On peut défendre cette thèse d'une sorte de relativisme ou de scepticisme absolu. Ça,
On peut douter de tout. À ce moment-là, il faut que je doute de votre existence devant moi, etc. Donc, ce doute qu'elle énonce doit être une jurisprudence qui s'étend à tout. Et le truc choquant dans cette histoire, c'est qu'une personne qui défend ce type de scepticisme absolu enseigne. C'est ça le truc. C'est une professeure. Voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'on enseigne quand on pense cela? Parce que peut-être. Alors on arrive en cours, on dit là je vais vous dire un truc, mais on n'est pas sûr, peut-être que demain, etc. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que ce genre de posture intellectuelle, qui est défendable intellectuellement, normalement devrait dissuader d'être professeur. Tout à l'heure, vous avez dit une chose. La science, c'est penser contre son cerveau. C'est utile pour la science d'avoir des cerveaux. Disons que c'est une phrase de Bachelard, Gaston Bachelard, faire de la physique, disait-il, c'est penser contre son cerveau. Et c'est devenu très difficile puisque dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances, scientifiques ou autres, toutes les connaissances ne sont pas scientifiques, des croyances, des opinions, des commentaires, des bobards, etc. Et les statuts respectifs de ces différentes choses, qui sont très différentes, se contaminent. Par exemple, si je vous présente une connaissance scientifique, vous pourriez me dire que ma connaissance est en réalité la croyance d'une communauté particulière à laquelle j'appartiens. Ou bien, si je vous présente une croyance, vous pourriez me dire que cette croyance est peut-être une connaissance injustement méprisée, etc. Et donc la distinction entre ces différentes choses très différentes, pour un citoyen ordinaire, elle ne peut pas être faite, puisque ça supposerait qu'il remonte aux sources, qu'il vérifie, qu'il fasse une enquête, chose dont personne n'a le temps. Et donc notre cerveau, qui est pour la première fois dans l'histoire, submergé d'informations. Oui, songez à la quantité d'informations que recevait un Français, par exemple, au XIXe siècle. Par rapport à aujourd'hui, c'est rien. Il lisait un journal peut-être de temps en temps. Il n'avait pas d'informations qui venaient de loin rapidement, etc. Il avait très peu d'informations, donc elles avaient de la valeur et elles avaient un statut particulier. Aujourd'hui, notre cerveau, comme vous le savez tous, est submergé. C'est quand même une rupture anthropologique, ça. Ah oui. Notre cerveau n'a pas du tout été préparé à cela. Avec des images en plus. Et donc notre cerveau, il ne sait plus comment faire. Et la solution qu'il a trouvée, parce qu'il n'aime pas être contredit, il n'aime pas penser contre lui-même, c'est qu'il déclare vrai les informations qui lui plaisent. Voilà. Chose que Nietzsche avait prédite. Oui, justement. Nietzsche avait prédit que plus tard, le goût du vrai disparaîtrait à mesure que la vérité garantirait moins de plaisir. Ouais. Alors, vous dites qu'il y a 4 problèmes dans son rapport avec la vérité. Ce dont vous venez de parler, la tendance à accorder crédit a priori à des thèses qui nous plaisent. On se dit, oui, voilà. C'est probablement la vérité, puisque je pense pareil. La deuxième, discuter, alors ça a l'air d'être l'inverse. C'est-à-dire discuter de la parole du maître, l'effet gourou. Puisque c'est lui que je respecte qui le dit. Ouais. Alors, évidemment, quand il y a une confusion des messages, il faut accorder du crédit à quelqu'un. Voilà. Bon. Alors, au Moyen-Âge, les gens avaient une formule, un dicton, qui disait ça de façon très pédante. Ils appelaient ça l'ipse dixitisme. Alors, ipse dixit en latin, ipse, c'est le maître. Le maître l'a dit. Le maître l'a dit. À l'époque, c'était Aristote. Donc, Aristote l'a dit, c'est bon. On ne va pas critiquer Aristote, on ne va pas exercer notre esprit critique contre n'importe quelle thèse qui a été validée par Aristote. Et dans une forme dégradée, c'est ce que vous appelez l'effet gourou, c'est la confusion. On va chercher une personne en laquelle on va avoir confiance, quoi qu'elle dise, et même si elle se contredit. On ne va pas donner d'exemple ce soir. Mais on en a tous en tête. Voilà. Donc des gens qui s'improvisent comme gourous, qui sont promus d'ailleurs avec ce statut dans les médias, voilà. Et dans une version encore plus dégradée, l'ipsidixitisme, c'est « je l'ai lu ou je l'ai entendu quelque part, donc c'est vrai ». Voilà. Et puis il y a un autre effet qui est un biais cognitif très connu, qui s'appelle, encore un nom pédant, l'ultracrépidarianisme. Alors je veux en dire un mot parce que j'ai utilisé ce terme dans mon tract et on m'a accusé de tenir une posture élitiste. Or c'est faux, je m'explique. L'ultracrépidarianisme, ça vient d'une locution latine qui est rappelée par Pline l'Ancien, l'historien,
1er siècle après Jésus-Christ, qui raconte qu'un jour il est allé voir un des plus grands peintres de l'époque, qui s'appelait Apelle. Et il s'est fait accompagner par son cordonnier. Ils sont arrivés dans l'atelier du maître, il y avait des grands tableaux qui représentaient des personnages, et le cordonnier a remarqué que les sandales peintes sur les tableaux n'étaient pas conformes aux sandales qui existent dans la réalité. C'était bien avant l'avènement du surréalisme, donc il n'a pas trouvé ça normal et il a osé le dire au peintre. Et à sa grande surprise, le peintre a tenu compte des remarques du cordonnier pour corriger instantanément les sandales qu'il avait peintes. Le cordonnier, flatté, s'enhardit et se met à critiquer également les tuniques des personnages. Et là, Apelle lui dit « Sutor ne supra crepidam ». Voilà. Le cordonnier doit s'arrêter au rebord de la sandale. Donc on ne doit parler que de ce qu'on connaît. Mais pour faire République, il faut pratiquer le crépidarianisme. Quand vous allez au café avec vos amis, vous parlez de tous les sujets dont vous avez envie de parler, y compris de ceux pour lesquels vous n'avez pas passé une thèse de doctorat. Autrement dit, la vie républicaine, c'est le primat de la conscience sur la compétence. Donc chacun a le droit de parler de tous les sujets avec les autres, quitte à être corrigé. C'est comme ça qu'avance la conversation. Et à la fin, chacun a pu changer d'avis d'ailleurs. Donc l'ultra-crépidarianisme qui consiste à parler avec assurance de choses qu'on connaît mal est une chose qu'il faut encourager. En revanche, quand il s'agit de questions de science, ou pire, de questions de recherche, de questions dont personne ne connaît la réponse, ni les scientifiques ni les autres. Ce n'est pas la peine d'être arrogant. Il vaut mieux dire « je ne sais pas ». Et je pense que ce qu'on a vu se déployer aussi, c'est le fait que, d'ailleurs au tout début, on invitait des chercheurs qui disaient beaucoup « on ne sait pas, on ne sait pas ». Mais si à vos questions ici, je répondais toujours par « je ne sais pas », ben vous me... Ce serait raccourci. Ben vous ne me réinviteriez pas. Et donc tous les gens qui disent « nous ne savons pas » sont médiatiquement détrônés par des gens qui font semblant de savoir. Et c'est ça qui est embêtant. C'est une prime accordée... C'est une... Pas de démagogie. C'est une prime accordée aux sophistes et aux personnalités arrogantes. Alors, ça c'est trois des points que vous soulevez dans le livre. Il y en a un quatrième. La confiance qu'on accorde aux scientifiques, c'est celui qui répond à ce que nous on appelle le bon sens, c'est-à-dire qu'on comprend bien ce qu'il veut dire et ça correspond à l'idée qu'on se fait de la question. C'est pas tout à fait d'accord. Hein. Et en fait, ça correspond à ce que je vois. C'est-à-dire que l'apparence d'une thèse qui vous paraît apparente, que vous pouvez vérifier avec vos yeux, etc., s'impose à vous comme étant évidemment bonne. Or, quand on se souvient que tout le monde a cru pendant longtemps que la Terre tournait autour on se dit que les apparences ne font pas la réalité et la vérité. Oui, ben les apparences sont souvent trompeuses et la science moderne, en tout cas, s'est construite contre le bon sens. Voilà. Mais par exemple, il faut faire attention aussi, parce que vous citez l'exemple de la Terre qui tourne autour du Soleil. D'ailleurs, David Hume, grand philosophe du XVIIIe siècle, écrit que la souveraineté du peuple se limite à la vérité, puisque même si le peuple décide que la Terre est au centre et que le Soleil tourne autour, ça n'empêchera pas la Terre de tourner. La vérité, c'est que la Terre ne changera pas son mouvement sous prétexte que le peuple n'est pas d'accord. Oui, mais là-dessus, Hume se trompe. Parce que David Hume se trompe en prenant l'exemple de la Terre qui tourne autour du Soleil, parce que vous savez, en Europe, on a inventé un questionnaire. Il y a 10 questions qu'on pose aux Européens dans des pays différents pour voir l'évolution des connaissances scientifiques des populations. Et parmi les 10 questions, il y a « Est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil ?» Bon, évidemment, je sais ce qu'il faut répondre. Il faut répondre oui. Mais en fait, c'est faux. Parce que... Qu'est-ce qui est faux ? Ben, cette phrase. Parce que cette phrase, elle sous-entend que le Soleil est un référentiel particulier. C'est un centre. Or, vous n'ignorez pas qu'il y a une nouvelle théorie de la gravitation qui a été produite par Einstein en 1915, qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qui s'appuie sur l'idée que tous les référentiels sont absolument équivalents, qu'ils soient inertiels ou accélérés.
Donc, ça veut dire qu'il n'existe aucun référentiel auquel vous puissiez accorder un statut particulier que n'auraient pas les autres. Or, quand vous dites la Terre tourne autour du Soleil, il faut être comme si la Terre, le Soleil, était un référentiel particulier, ce qui n'est pas vrai. Et je suis désolé, quand vous êtes sur Terre, c'est bien le Soleil qui tourne autour. Ben voilà, Et quand vous allez sur Mars, je vous invite à regarder, d'ailleurs, ça existe sur Internet, la trajectoire de toutes les planètes du système solaire, selon qu'on est sur la Terre, selon qu'on est sur Mars, Jupiter ou autre chose. Il faudrait que ça tourne. Tout tourne. La vraie phrase, ça consiste à dire que si on prend comme référentiel le Soleil, alors les trajectoires des planètes sont elliptiques. C'est ça le truc. Mais dire qu'elles tournent, c'est pas... C'est pas tout à fait vrai. Donc il y a des vérités qui doivent être remaniées pour tenir compte des connaissances nouvelles qu'on a acquises. C'est ça. Et un exemple... C'est ça qui peut troubler quelqu'un. Ben, ça peut troubler, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est ça qui montre qu'il y a un érotisme des problèmes. Bon. Et pour montrer comment la science est contradictoire avec le bon sens, je vais prendre l'exemple de la physique. Au lycée, bon, c'était en classe de seconde, maintenant je ne sais pas en quelle classe on l'apprend, mais on apprend ce qu'on appelle le principe d'inertie, qui dit un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne uniforme, va en ligne droite à vitesse constante. Moi, je me souviens, en seconde, j'entends ça, je dis c'est pas possible, je viens en vélo, et j'ai bien remarqué que si je cesse de pédaler, mon vélo s'arrête. Et j'ai une professeure de physique qui m'explique que si j'arrête de pédaler, mon vélo va continuer indéfiniment à vitesse constante. J'étais très timide à l'époque, donc j'ai pas osé poser de questions, mais j'ai quand même eu l'audace exceptionnelle d'aller voir la professeure dans le couloir après le cours et lui dire « Madame, je comprends pas ». Et elle m'a dit cette phrase qui a failli me conduire à faire des études de droit. Elle m'a dit « Klein, vous manquez de sens physique ». Et, non, mais il m'a fallu des années après pour comprendre que c'est Galilée qui a énoncé le principe d'inertie et que ce principe correspond à l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas, qui oblige à réinterpréter l'amortissement des mouvements que nous observons. C'est-à-dire que mon vélo, il s'arrête, non pas parce que je cesse de pédaler, mais parce qu'il y a une résistance de l'air. Les frottements au sol. Et donc, toutes les lois physiques que vous apprenez au lycée, si vous y réfléchissez, contredisent votre expérience. Et si vous les prenez au sérieux, elles vous obligent à réinterpréter ce que vous observez pour montrer comment des lois qui contredisent l'observation l'expliquent quand même. Et c'est là que ça devient intéressant. Et Reda, je peux terminer parce que une fois que le principe d'inertie est énoncé, un des principes fondamentaux de la mécanique, vous dites c'est réglé. Le principe d'inertie est dans le marbre. Oui, sauf que au XIXe siècle, on commence à comprendre qu'il y a des étoiles partout. Il y a de la matière partout, donc il y a de la gravité partout. Il y a un champ gravitationnel partout dans l'espace. Ça veut dire que, où qu'il soit, un corps massif subit au moins une force qui est son poids. Donc un énoncé qui commence « un corps qui n'est soumis à aucune force » est un énoncé qui correspond à une situation qui n'existe nulle part dans l'univers. C'est-à-dire que ce principe d'inertie, c'est de la métaphysique. Ce n'est pas un principe qui est actuel quelque part. Et donc il y a une première façon de réagir qui dit la physique est construite sur la métaphysique, elle est construite sur du sable, c'est comme ça, mais on vérifie le principe non pas directement, mais par les implications qu'on peut vérifier. Et puis il y a une autre façon de réagir. Oui. Mais là il faut être génial. Il faut dire on va quand même pas construire la physique sur du sable. La seule façon de sauver le principe d'inertie, c'est de montrer que la gravitation n'est pas une force. Dans ce cas, si la gravitation n'est pas une force, on échappe. Un corps qui subit la gravitation peut avoir un mouvement inertiel puisque la gravitation n'est pas une force. Ce jeune homme, il s'appelle Einstein et il a fait la relativité générale qui montre que la gravitation n'est pas une force, mais une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Et donc il dit la Terre qui tourne autour du Soleil, en apparence, en fait, elle va en ligne droite. Alors les Claude Allègre de l'époque lui disaient mais c'est n'importe quoi, la Terre, elle tourne autour du Soleil, pourquoi vous dites qu'elle est en ligne droite? On voit bien que c'est faux. Oui, c'est ça. Et Einstein répond à Claude Allègre une planète qui va en ligne droite dans un espace-temps courbé a une trajectoire curviligne.
Pourquoi on Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de Claude Allègre. Oui, vous aviez promis de citer personne, mais bon. Non, c'est pour retirer. Pourquoi on n'utilise plus le mot progrès, on dit innovation maintenant? Plus personne ne prononce le mot progrès. Alors ça, c'est une étude qui a été faite par un de mes collègues de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner, qui avec un logiciel, on l'a fait un peu ensemble à la fin, on a regardé l'occurrence du mot progrès dans les discours publics. Et le résultat qu'on a publié, il est assez incroyable. C'est que ce mot progrès qu'on a écrit pendant 3 siècles avec une majuscule, qui a été un mot structurant de la modernité, qui a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale, a continué d'être de plus en plus utilisé pendant les 30 Glorieuses. Et puis à partir de la fin des années 80, 1980, il commence à baisser. Au moment où apparaît un mot très ancien qu'on avait abandonné en langue française, je l'ai vérifié quand j'étais étudiant dans une école d'ingénieurs dans les années 80, aucun de nos professeurs ne parlait d'innovation. Le mot n'existait pas. Il parlait d'invention, de découverte, d'application, de brevet, mais pas d'innovation. Mais on voit réapparaître ce mot. Le croisement entre le progrès qui descend et l'innovation qui monte s'est fait en France en 2003. Et le mot progrès a complètement disparu dans le quinquennat, il faudrait que M. Bayrou commente ce que je vais dire, entre le quinquennat 2007-2012. Si vous prenez simplement les discours des candidats à l'élection présidentielle de 2007, tous utilisent le mot progrès. De l'extrême droite à l'extrême gauche, évidemment dans des sens différents, avec des fréquences variables, mais tous le revendiquent. En 2012, plus aucun. Sauf François Hollande, une fois dans le discours du Bourget, il parle des forces de progrès. C'est tout. Et après, le mot innovation, c'est un peu... Ça veut dire quoi, ça? Alors, ça veut dire quoi? Alors, dans un premier temps, on pourrait dire innovation, progrès, c'est des mots quasiment synonymes. En fait, pas du tout. Quand vous regardez la rhétorique dans laquelle on insère le mot innovation et que vous la compariez à la rhétorique dans laquelle on insérait le mot progrès, on se rend compte que notre façon de parler d'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Je vous le fais court, mais ça demanderait des heures. L'idée de progrès, c'est l'idée que on peut configurer le futur d'une façon crédible et attractive, de sorte de justifier les sacrifices qu'il faut accomplir pour réaliser ce futur qu'on a configuré. Donc croire au progrès, c'est en gros sacrifier son présent personnel pour aller vers le mieux. Au nom d'un futur collectif. Ouais. Ce qui suppose une philosophie de l'histoire qui elle-même s'appuie sur l'idée d'un temps qui passe, qui est constructeur. Le temps est complice de notre liberté et de notre volonté. Okay ? Mais ça suppose que le futur soit destiné. La rhétorique de l'innovation dit qu'il y a toutes sortes de défis, changement climatique, raréfaction des ressources, etc., dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. Et donc, cette rhétorique s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur, d'un temps qui dégrade les situations et aggrave les difficultés que nous rencontrons. Et c'est l'état critique du présent qui justifie l'innovation et non pas une certaine idée qu'on a du futur. Et donc la rhétorique de l'innovation ne suppose pas du tout le même rapport au temps que l'idée de progrès. Et quand on regarde l'étymologie, on s'aperçoit que c'est bien ça le sens du mot innovation. Le mot innovation, en bas latin au XIVe siècle, c'était innovatio, et ça désignait un terme du vocabulaire juridique qu'on appellerait aujourd'hui un avenant à un contrat. Vous signez un contrat, quelque chose qui change autour du contrat, et vous faites un avenant pour que le contrat demeure valide. Donc l'innovatio, c'est ce qu'il fallait faire pour que le contrat ne change pas en le changeant, etc. Et après, le mot circule dans d'autres secteurs, notamment la politique, puis la science. Et en gros, l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour maintenir le monde, et non pas pour fabriquer un nouveau monde. Un nouveau monde. Et alors, vous avez cette idée-là qui est l'idée que de la science a divorcé avec celle de plaisir. C'est-à-dire que la science n'est plus synonyme jusqu'à présent. Donc il y a le progrès avec le grand P, puis il y avait la science avec le grand S aussi. Et science, c'était un progrès, si j'ose dire. C'était aller vers le meilleur. Absolument. Et c'est vrai que la science, ça n'annonce pas des bonnes nouvelles. Alors quand on disait il faut configurer le futur d'une façon crédible et attractive, crédible, ça voulait dire c'est la science qui permet de penser ce futur. Le progrès, c'est pas l'utopie.
Il ne s'agit pas d'inventer un monde inaccessible, il s'agit de tracer un chemin. Et c'est la science qui donne de la crédibilité au chemin qu'on envisage. Et puis quand la science était enchâssée dans l'idée de progrès, évidemment, comme on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on acceptait qu'il y ait des dégâts. Mais c'était au nom du mieux à terme. Je me suis amusé à relire à lire le discours de Lamartine de 1848 à la Chambre des députés. Il était député, comme vous savez. Eh oui. Et en 1848, il y a eu en France le premier accident de chemin de fer dramatique sur la ligne Paris-Meudon. Donc c'était une petite distance, il y a eu 52 morts. Tous les passagers du train sont morts carbonisés. Et il y a eu un débat dans la presse, à quoi ça sert le train, il ne va pas plus vite qu'un cheval. Oui, parce qu'à l'époque, il roulait à 25 Donc il y a eu un débat, est-ce qu'il faut continuer les chemins de fer, etc. Et Lamartine est monté à la tribune, a fait un discours incroyable dans lequel il écrit le mot progrès avec une majuscule. Discours qui conclut en disant « Plaignons-les, les victimes, plaignons-nous, nous sommes en deuil, mais marchons. » C'était avant En Marche. Mais marchons. C'est-à-dire, ce n'est pas un accident de train qui va arrêter la longue route du chemin de fer. Imaginez un député qui dirait la même chose à l'Assemblée. Et c'est une phrase qui est impossible à dire. Voilà. Et du coup, on doit décider du type de compagnonnage en tant que société, en tant que république, que nous allons faire avec les nouvelles technologies en débattant. Enfin, nous devons pouvoir débattre des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les agents conversationnels, les OGM, le nucléaire, la 5G. Et on voit bien que c'est très difficile de débattre parce que parfois la militance tient lieu de fausses compétences. Le fait d'avoir un avis tranché sur la 5G, sur les OGM, fait que vous vous dédouanez de l'envie ou de l'obligation de vous instruire de ce à propos de quoi vous avez un avis tranché. Faites un test auprès de vos amis. Choisissez des amis qui sont pro-nucléaires. Peut-être ça existe. Qui ne sont pas scientifiques. Vous leur demandez pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales nucléaires? Pourquoi on ne met pas de l'aluminium ou du tungstène? Qu'est-ce que l'uranium a de spécial? Vous verrez qu'ils sont souvent hésitants. Prenez maintenant des amis qui sont anti-nucléaires. Demandez-leur pourquoi on met de l'uranium dans les centrales. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ils vont être au moins aussi hésitants que les pro-nucléaires. Autrement dit, le fait d'avoir un avis, c'est tout le contraire de se forger un avis. Se forger un avis, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande d'interpeller les experts, de discuter, etc. Ça s'appelle débattre. Vous savez, étymologiquement, débattre, c'est un verbe du XIIe siècle. Je vous donne l'impression d'avoir des compétences sur l'étymologie. Mais en fait, il n'y a que deux mots dont je connaisse l'étymologie, c'est innovation et débattre. Donc je case. Vous avez réussi à les caser tous les deux. Je les case. C'est excellent. Débattre, c'est un... Non mais, songez au débat télévisé d'aujourd'hui et regardez s'ils honorent l'étymologie du verbe débattre. Débattre au Moyen-Âge, c'est faire ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Pour éviter de se battre. Débattre, s'empêcher de se battre. C'est-à-dire pratiquer la politesse de l'esprit, ne pas utiliser des arguments d'autorité, ne pas interrompre. Ça peut prendre des heures, ça peut être très ennuyeux, mais à la fin, on sait ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Vous voyez bien que ce type de débat-là, il a disparu. Leur tour, je voudrais quand même vous poser... Non, elle ne tourne pas, elle avance. C'est pas cyclique. On ne va pas retourner à 17h30. Moi, j'aime bien l'ignorance lorsqu'elle a une comme ça, une forme. Non, mais c'est vrai, c'est pour vous faire comprendre qu'un scientifique, ça peut être pénible. Ah oui, c'est vrai ça. Et justement, on va en parler, tiens. Parce que oui, il y a quelque chose qui ressort dans votre livre, et vous le dites, c'est aux 2 tiers à peu près. Il y aura une nécessité, mes chers amis, vous adressant à vos lecteurs, c'est prendre à bras-le-corps la question de l'environnement. Alors, je suis content de vous avoir comme vulgarisateur de cette affaire d'environnement. Est-ce qu'on peut être certain, parce qu'il y a eu un long moment où les avis différaient, certains exagèrent les risques, d'autres pas assez, etc. On a eu je ne sais pas si c'était un vrai débat, mais en tout cas, il y a eu des échanges d'avis absolument différents. Où en est la science sur cette affaire-là? Sur le climat ?
sur l'affaire de l'environnement, c'est-à-dire de la dégradation de l'environnement, des risques que ça représente. Est-ce que maintenant, on peut dire de manière à peu près, selon les règles que vous avez imposées à la science, de dire l'environnement, mais c'est ça? Je vais vous faire une réponse caricaturale. Mais quand un scientifique, un chercheur, travaille sur des sujets comme la physique des particules, la cosmologie, les trous noirs, le boson de Higgs, l'antimatière, il a tout ce qu'il faut pour vous faire rêver, pour développer votre imaginaire et ouvrir le champ des possibles, comme on dit. Imaginez des hypothèses incroyables sur le fait que l'espace-temps pourrait avoir 12 dimensions, qu'il pourrait même être discontinu, etc. Là, c'est open bar. Mais quand un scientifique travaille sur des questions relatives à l'environnement, biodiversité, changement climatique, pollution des sols, de l'air, de l'eau, etc., réchauffement de la température, déforestation, voilà. Ce qu'il nous dit du futur n'est pas du tout attractif. C'est pour ça d'ailleurs que l'idée de progrès a été abandonnée. Quand c'est crédible, c'est pas attractif. Quand c'est attractif, c'est pas crédible. Et donc il faut prendre ces gens au sérieux. Mais vous avez remarqué que quand une, je dis pas vérité, mais en tout cas un résultat scientifique dérange, nous sommes capables de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Pour ne pas croire ce que nous savons. Le monsieur que j'ai cité tout à l'heure, il n'était pas du tout climatologue. Oui. Mais on l'a entendu partout. Oui, c'est vrai. Et climato-sceptique. Et il disait d'ailleurs, la science c'est le doute. Bizarre comme phrase, de la part d'un scientifique. Parce qu'il ne doutait pas de lui. Ben, je veux dire, voilà. Donc, moi, mon laboratoire à Saclay, il jouxte le laboratoire des climatologues. Je les vois à la machine à café. Ces gens que je connais bien disent la même chose depuis 30 ans. Ils affinent leurs prévisions, ils les localisent notamment, ils ont une résolution spatiale et temporelle plus fine. Mais quand vous mettez de la chaleur dans l'atmosphère, ça augmente sa température. Voilà. C'est assez simple, ça dit simple. comme ça. Vous avez des photons qui viennent du Soleil, qui ont beaucoup d'énergie. La température du Soleil est plus élevée que la température de la Terre. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Donc les photons qui sont envoyés par le Soleil ont beaucoup plus d'énergie que les photons qui sont réémis par la Terre, qui sont des photons infrarouges. Et ces photons, ils ne peuvent plus quitter l'atmosphère, ils sont enfermés par ce qu'on appelle l'effet de serre, et ça chauffe. Voilà, ça chauffe. Et ça se mesure, etc. Et donc, vous avez le droit, un peu comme la Terre est ronde. J'allais vous dire, on peut en être aussi sûr que, voilà, que la vérité est aussi, oui. cette vérité est aussi sûre que ça que la Terre est ronde. Non, mais à ce moment-là, vous pouvez douter de la climatologie, mais vous devez douter aussi de la mécanique, de la thermodynamique, de la mécanique des fluides et de tout le reste. Voilà, de tout. Vous doutez de tout. Et d'une certaine façon, vous ne pouvez plus rien dire puisque vous doutez de tout. Or, moi, j'observe que les gens climato-sceptiques sont très arrogants et assènent des vérités sans beaucoup laisser de place au scepticisme qui sont mis dans leur propre appellation. C'est important ce que vous dites, parce que, mais attendez, a priori, on peut considérer comme légitime, oui, à partir du moment où on entend des avis différents venus de gens qui se présentent comme des scientifiques, de se dire, bon, l'affaire n'est pas encore entendue. Mais oui, regardez, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune... il n'y a pas si longtemps. Oui, si, hélas. Mais quand j'étais jeune, on ne mettait pas en cause et en doute la parole des scientifiques. Par contre, on leur reprochait d'améliorer l'art de tuer. Souvenez-vous des manifestations en France, quand les prix Nobel américains venaient au Collège de France, on les empêchait de parler au motif qu'ils collaboraient avec l'armée américaine pour faire des bombes au napalm, etc. Donc, on prenait tellement au sérieux la science et ses applications qu'on demandait aux scientifiques de limiter l'usage qu'ils faisaient de leurs connaissances. Vous avez remarqué que ce type de critique a complètement disparu. Complètement disparu. On ne reproche pas à la France, par exemple, de faire des bombes atomiques. Jamais de manifestation. Aucun candidat à l'élection présidentielle ne réclame qu'on arrête ça. Par contre, on met en doute la parole des scientifiques. Or, c'est précisément parce qu'ils peuvent agir sur le réel qu'on doit s'inquiéter de ce qu'ils font. Si leur discours était soupçonnable de fausseté, on n'aurait pas à craindre les effets des théories ou des technologies qu'ils mettent sur pied, parce qu'elles ne devraient pas marcher. Et c'est très bizarre que la critique sur les pouvoirs de la science ait été abandonnée pour laisser place au relativisme, avec l'idée que tout le monde peut dire ce qu'il pense, ce qu'il
croit être vraie sans qu'une parole puisse être considérée comme plus vraie qu'une autre. Et j'entends beaucoup autour de moi des gens qui disent « il faut liquider la science au motif d'un mauvais usage du monde ». On s'est mal comporté avec la nature. C'est la science qui nous a donné les pouvoirs de mal nous comporter. Et donc, il faut arrêter. Moi, je ne pense pas. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est retravailler l'idée de rationalité pour qu'elle ne serve plus d'alibi à toutes sortes de dominations. Parce qu'on a compris que la nature, elle rétroagit sur nos actions. Elle est réactive, elle est poreuse, elle réagit à nos actions sur elle. Et ce n'est pas avec la physique d'Aristote qu'on va résoudre le problème du climat, et ce n'est pas avec la biologie de Pline l'Ancien qu'on va résoudre les problèmes sanitaires. Donc, vous pouvez... les scientifiques qui se présentent comme climato-sceptiques, par exemple, pour vous, ils mentent. De manière... Pas forcément, de manière, ils peuvent être sincères, mais on ne doit pas mettre la sincérité d'un discours au crédit de la véracité du discours. Ce n'est pas parce que vous êtes sincère que vous avez raison. Aux États-Unis, on forme les professeurs à ce type de problème. Il y a des étudiants qui croient sincèrement que la Terre est plate. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait avec ces étudiants-là? On pourrait leur dire, non, elle est ronde. Mais en fait, non, il faut faire preuve de psychologie et ne pas les heurter, ne pas heurter leur sensibilité en leur assénant des vérités qui contredisent trop leurs croyances. Et vous voyez que ça nous met dans une drôle de paysage. Comment faire un monde commun avec des gens qui croient que la Terre est plate, qui cohabitent avec des gens qui savent que la Terre est ronde? Je pense que c'est l'idée de monde commun qu'il faut garantir et qui est menacée notamment par le numérique, comme on l'a bien vu pendant la pandémie. C'est-à-dire que notre cerveau, on l'a dit tout à l'heure, n'aime pas être contredit. Donc avant le numérique, les gens de gauche ne lisaient pas le Figaro. Les gens de droite ne lisaient pas Libération. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de lire une lecture du monde qui n'est pas conforme à l'image que nous en avons. On ne veut pas être contredit. Mais vous voyez qu'avec le numérique, en quelques clics, chacun d'entre nous peut fabriquer ce qu'on pourrait appeler un chez-soi idéologique qui rassemble des gens qui partagent les mêmes croyances, qui s'abreuvent aux mêmes sources, et des algorithmes, comme vous le savez, vont les approvisionner en images, en articles, en vidéos, qui vont dans le sens de ce qu'ils pensent. Et donc, ils sont constamment soumis à un biais de confirmation. Ils s'enferment dans des espèces de clans. On l'a bien vu au moment de l'invasion du Capitole, après la défaite de Trump. Ces gens, ils étaient dans une bulle. Bon. Et si vous relisez le grand livre de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, ça vous amène à réfléchir. Ce que dit Tocqueville, c'est que le plus grand risque pour une démocratie, c'est la formation de ce qu'il appelait des petites sociétés, qui sont des gens qui sont d'accord entre eux et dont les valeurs leur semblent plus importantes que les valeurs du contrat social. Donc typiquement, ces gens sont militants pour des causes particulières, mais ne s'intéressent plus au contrat social et ne vont pas voter. On est militant, et le fait d'être militant dédouane de l'envie d'aller voter. J'ai pas besoin d'aller voter, je suis militant. Ben, vous voyez, le genre Ça s'applique au vaccin? Alors le vaccin, c'est un sujet chaud là. J'ai pas envie de recevoir des lettres. Non mais il y a une manifestation qui passe chez moi tous les samedis. Ben, devant beaucoup de monde. Non, pas beaucoup. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui voient des gens passer en bas. Ouais, et c'est des manifestations organisées par M. Philippot. Et la première fois qu'il se rendait à cette manifestation, je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'étais étonné de voir qu'ils avaient tous un drapeau français. Alors on m'a dit que c'était une manifestation contre le pass sanitaire, etc. et je comprenais, ce qui est légitime, on a le droit de manifester en démocratie, mais je ne comprenais pas le drapeau français. Donc j'ai arrêté quelques personnes individuellement en leur demandant pourquoi vous avez un drapeau français. Et j'ai eu des réponses assez incroyables. On m'a dit le drapeau français c'est la liberté. Ben oui, c'est vrai, mais pas seulement. Oui, c'est la liberté en société. Voilà, c'est ça. Et je leur ai dit, oui, donc au nom de la liberté individuelle, vous criez les feux rouges. Parce que les feux rouges, c'est quand même très liberticide. Moi, je voudrais traverser Paris à 160 à l'heure et les feux rouges m'en empêchent. Vous voyez que c'est pas cohérent.
Ils respectent les feux rouges. Donc c'est pas la liberté individuelle qui est ainsi promue. Un autre m'a dit est-ce que vous êtes catholique Je vois pas trop le rapport. Mais si, parce que si vous êtes catholique, vous devez savoir que vous êtes protégé du virus par le sang du Christ. Je dis, monsieur, j'ai raté, je suis catholique et j'ai eu un Covid lourd. Voilà, etc. Donc je ne connais pas les vraies motivations des... Vous avez eu un Covid lourd, ça y est? Ou un Covid, non, pas lourd, je ne suis pas allé à l'hôpital, mais j'étais Vous sous avez oxygène. très malade. Juste pour finir, parce que vous avez osé, à la fin de votre livre, comme ça, mis en les 3 dernières lignes, en dehors du livre, vous dites « Reconnaissance à cartouche de tonnerre, comprenne qui pourra ». Alors on a envie de comprendre. Ah, Bah oui, vous non, dites « comprenne qui pourra ». c'est privé. C'est privé. Non, mais je connais une personne qui m'appelle et que j'appelle à chaque fois d'un nom différent. Ça peut être cordage de saxifrage, ça peut être... Et là, ce jour-là, c'était cartouche de tonnerre. Et c'est quoi l'intérêt de s'appeler d'un nom Aucun. différent? Vous faites plaisir. Ça, c'est le Ça principe de donne l'impression plaisir. de faire des rencontres. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous, à vous. Étienne Klein. C'était éclairant.